Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi 16 janvier 2018. Allons tout de suite en kiosque pour découvrir les journaux qui sont parus ce matin. Commençons donc cette revue de presse par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa grande une libération de Gbagbo. La CPI confirme le complot international. 7 ans après son arrestation, encore dans ses fonctions de président de la République et son incarcération à La Haye, la Cour pénale vient de confirmer aux yeux du monde que l'ancien président de Côte d'Ivoire était victime d'une cabale. Titre le journal. Le journal parle donc de vérité. Le journal qui parle également de vérité qui finit par éclater. La victoire de la vérité. Gbagbo redescendra-t-il dans l'arène politique? Le journal qui indique clairement que Laurent Gbagbo a toujours été un homme de politique comme un homme tout court. Voilà pour ce qui est du quotidien La Une, le quotidien La Nouvelle Expression, qui évoque aussi la FECAFOOT. 15 membres frappés d'incompatibilité. Seuls Sédou Mboumou Dioya et Pierre Semengue ne sont pas épinglés par la réglementation en vigueur. Titre le journal, c'est chaud devant. Voilà pour ce qui est donc le quotidien La Nouvelle Expression. Parlons à présent, en attendant le quotidien Le Messager, parlons à présent toujours à la une du quotidien La Nouvelle Expression, les démons mis à l'épreuve l'église presbytérienne du Cameroun face aux tensions qui divisent toujours les chrétiens. L'église presbytérienne camerounaise est restée inflexible dans ses déclarations. Parlons à présent du quotidien Le Messager qui met aussi en sa grande une Gbagbo et Blé Goudé acquittés vers la mort de la France-Afrique. Le journal pose la question après 3 ans de procès à La Haye pour crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale a acquitté et ordonné hier la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Le journal refait pratiquement tout le film de ces 7 ans de détention à La Haye et les différents atermoiements qui ont émaillé, qui ont marqué le procès, qui ont marqué les différentes audiences de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le journal qui parle aussi des présidentielles en République démocratique du Congo, jeux et enjeux électoraux d'un processus querellé, les éclairages de l'internationaliste, le professeur Chanda Tomé. Voilà pour ce qui est donc du quotidien, le quotidien Le Messager, le journal L'œil du Sahel qui met aussi en sa une projet structurant péril sur le barrage de Bini-Warak. Le journal qui indique que 165 employés ont été licenciés. Ce projet qui est financé à 80% de fonds chinois. La Chine attend jusqu'ici les 20% que doivent verser l'État camerounais, ce qui continue de bloquer, indique la source relevée dans le journal. On continue cette revue de presse avec le journal Émergence, le journal Émergence qui évoque ici, qui parle de la FECAFOOT, le temps des réformes. Le journal qui indique que la toute première session du conseil du comité exécutif de la FECAFOOT sous l'ère Sédou Mboumou Dioya a débouché sur 22 révolutions, de quoi permettre la renaissance du football camerounais. En bas de page, le journal parle de la justice internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés devant la Cour pénale internationale. Voilà pour ce qui est donc du journal Émergence. Le journal Cameroun Tribune, le quotidien Cameroun Tribune qui parle du financement des PME. Il faut rectifier le tir. 5 ans après sa création, la Banque camerounaise des PME doit revoir sa stratégie pour atteindre ses objectifs. L'établissement vient d'ailleurs de bénéficier d'une augmentation de son capital qui devrait lui donner des moyens d'être le catalyseur attendu de la création d'entreprises. Et puis le quotidien L'économie qui met en sa une consommation. Le gouvernement fait mousser l'attente du prix de la bière. Le ministre du Commerce a instruit aux 5 majors de l'industrie brassicole de tenir compte des incidences économiques pour des négociations futures. Voilà pour ce qui est du journal au quotidien L'économie. Le journal Le Soir, lutte contre la corruption au ministère de l'Éducation de base, les premières victimes des Tundingwa. Le ministre de l'Éducation de base vient de frapper fort en relevant plusieurs membres de son personnel. La liste est publiée en page 3 du journal. Le journal qui évoque aussi la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés.
Voilà pour ce qui est donc du quotidien du journal Le Soir. Le quotidien Mutation qui parle d'insécurité chronique en sa une. 7 régions sud-10 affectées au Cameroun. La Damawa région, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et l'est, le nord et l'extrême nord sur la liste noire des unités administratives en crise sécuritaire. Les forces de sécurité et de défense de plus en plus sollicitées avec à la clé l'analyse d'un géostratège sur cette situation. Le journal parle aussi de la Côte d'Ivoire, un seul titre, Gbagbo et Blé Goudé acquittés à consommation de la bière, le prix de la bière en sursis, titre le journal. Et puis pour le journal de Repère qui met en son bas de page, transport routier, les postes de contrôle engloutissent 175 milliards de francs CFA par an. Et le journal parle aussi du prix de la bière qui ne va pas changer. Le journal L'Œil du Sahel met en sa une projet structurant péril sur le barrage de Bini-Warak. Le journal indique aussi, le journal indique clairement que ce projet est plombé depuis son lancement. Il y a plus d'un an, l'État qui n'a toujours pas débloqué les fonds, sa quote-part de 20% pour le lancement, le démarrage effectif de ce projet. Voilà pour ce qui est de la revue en kiosque, les journaux parus ce matin du moins. Pour découvrir la totalité de ces informations, allez en kiosque, vous procurez le journal. Ce matin, sur ce plateau, nos deux invités qui y sont déjà. Joseph Idriss Lisson, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat et bonjour à tous les téléspectateurs. Idriss, quelle est l'information qui vous a marqué ce matin? Bon, Laurent Gbagbo est à la une. Hein. Donc, vous savez, pour ceux qui sont au-delà d'être journalistes, ceux qui sont aussi un peu militants et pro des convictions de Laurent Gbagbo, comme moi, je ne m'en cache pas. Donc patriote. Je ne peux que être je suis très content, très ravi et j'espère qu'on va en parler tout à l'heure pour essayer d'analyser quelles peuvent être les conséquences de cet acquittement qui n'a que duré très longtemps parce que on a vu les preuves, mais on a vu comment les preuves étaient fabriquées, on a vu comment le procureur n'a pas pu apporter les preuves. Les vraies preuves. Les vraies preuves. En fait, apporter les preuves, mais n'a pas, qui étaient toutes démontées pour dire qu'on a monté ce procès à la va-vite et finalement, il fallait absolument mettre Blé Goudé et Gbagbo de côté. Pour ne pas perdre. Ils ont réussi à le faire pendant 7 ans. Bon, mais mieux vaut tard que jamais, la vérité a fini par triompher. La vérité a fini par triompher. Hervé Villangeli, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. L'information qui vous a marqué ce matin? C'est le cumul de fonctions au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je pense qu'au sortir du dernier conseil, il est question que les uns et les autres puissent choisir de quel camp ils seront. Il y a certains qui sont députés, qui sont vice-présidents de la Fédération camerounaise de football, d'autres qui occupent des postes de directeur général et qui sont également membres de la Fédération camerounaise de football. Il est question que l'on puisse se séparer d'une casquette pour permettre non seulement à tous les Camerounais de pouvoir avoir un emploi, mais surtout pour mieux faire le travail pour lequel on a été appelé. Auquel cas, on cumulera les deux postes et on ne fera finalement rien à la fin et le Cameroun va continuer à s'enfoncer. Hervé Villangeli, dans tous les cas, je vous comprends, c'est un dossier qui a été traité par le journal, de fond en comble par le journal La Nouvelle Expression dont vous y travaillez. Commençons donc, Idriss, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés et les juges qui exigent sa libération. Vous avez dit que vous êtes un patriote, vous partagez les convictions de Laurent Gbagbo. Comment vous avez vécu cette actualité? Bon, je l'ai vécu un peu comme La Nouvelle Expression et même Le Messager l'ont traité ce matin. C'est-à-dire quoi? Je pense que lorsqu'on lit La Nouvelle Expression, on a vu que le journal, au-delà de l'information qui a, depuis hier en fin de matinée, a parcouru, il y a eu un frémissement dans tous les continents et dans tous les pays africains. Il faut dire qu'ils ont donné la parole à certaines personnes. Donc, il y a par exemple la présidente du REDAC, Madame Gombe, qui a dit que les vrais procès commencent pour les commanditaires des actions post-électorales et autres crimes graves des droits humains. Voilà, donc pour dire que pendant la crise post-électorale, il y a eu des crimes, il y a eu des violations de droits. Maintenant, on a voulu tout mettre sur la tête de Laurent Gbagbo. Maintenant qu'il est acquitté,
qui est finalement le vrai responsable de tout cela? Parce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête là, selon elle. Donc, en fait, je suis dans la même posture. Je suis aussi dans la posture selon laquelle il faudrait véritablement que ce qu'on appelle la France-Afrique, que cela s'arrête. La France-Afrique qui est là pour pousser les Africains à s'entretuer. La France-Afrique qui est là pour pousser les Africains à travailler pour que les autres profitent des richesses. On a d'ailleurs vu avec l'élection présidentielle au Congo où le résultat est rendu et c'est la France qui monte au créneau pour dire que l'élection n'était pas conforme. Oui, vous savez, Jean-Paul Chouniat, la vérité est que en 2019, je suis quand même un peu surpris aujourd'hui que nous les Africains, nous soyons facilement manipulables. Parce que nous voulons des strapontins, on veut jouer les jeux de ces Occidentaux et de certaines personnalités, de certains groupes, réseaux en France, en Occident, qui veulent avoir la même mise sur nos richesses. C'est de ça qu'il est question. Comment vous pouvez, si vous êtes dans une famille, Jean-Paul Chouniat, vous êtes des frères, vous connaissez qu'est-ce qui peut être l'intérêt général de toute la famille. Mais vous quittez, vous sortez de la famille pour votre intérêt personnel, vous êtes prêts. Vous allez vous lier avec les autres. Vous lier avec les autres pour rendre, ça veut dire appauvrir une partie de votre famille. Et vous seul, vous voulez émerger dans cette... C'est de ça qu'il est question. C'est ça le drame de l'Afrique. C'est le drame de l'Afrique. C'est en 2019, on continue à être manipulé. On continue à être assis à Yaoundé, à Kinshasa, et d'attendre que c'est la France qui va donner les résultats, et d'attendre que c'est les États-Unis qui va valider. Ou bien c'est la France qui va valider, c'est l'Union européenne qui va... Mais je pense qu'en 2019, il faudrait qu'on arrête cela. Mais comme nous, les Africains, parce que moi, je n'accuse pas la France, je n'accuse pas l'Union européenne, je n'accuse pas les États-Unis, parce que, vous savez, chacun défend ses intérêts. Mais nous autres, où sont nos intérêts? Nos intérêts sont-ils derrière ces Occidentaux, ou nos intérêts sont à nous, les Africains, à nous les Camerounais, à nous les Congolais et à nous les Sénégalais et tout le reste. Donc vraiment, si en 2019, on n'a pas encore perçu la réalité et le fait que nous devons nous asseoir en famille et arranger nos problèmes et regarder à l'avant, regarder surtout l'intérêt général, nous aurons toujours ces mêmes problèmes. Parce que ceux-là qui sont de l'autre côté vont toujours continuer à nous diviser pour pouvoir toujours mettre la main sur nos richesses. Pour pouvoir mettre la main sur nos richesses. Hervé Villandjili, vous avez aussi également... suivi comment les deux journaux ont traité cette information. Est-ce qu'aujourd'hui, acquittement avec libération immédiate, est-ce que la procureure générale peut accéder facilement à cette demande? On peut attendre un pareil résultat pour un pareil verdict pour l'audience prévue ce jour? En réalité, je pense que tous les pro-Gbagbo et les jeunes ivoiriens, moi y compris, j'aimerais bien que au début, du moins lors de la séance d'aujourd'hui... Vous êtes un jeune Ivoirien? J'ai bien dit tous les jeunes Ivoiriens, moi y compris. Camerounais, ça dit que même pas tous ceux qui soutiennent, en fait, ceux qui ont eu une petite sympathie pour Laurent Gbagbo, parce qu'en réalité, quand on essaie de vivre, du moins, tous ceux qui ont suivi ce procès, le procès Gbagbo, et même la montée de la crise en Côte d'Ivoire, crise électorale en Côte d'Ivoire. Le Cameroun aussi était divisé. On était très engagés dans cette histoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens nous insultent sur les réseaux sociaux quand, après les élections présidentielles, nous on a raté l'occasion, peut-être, du moins les Camerounais n'ont pas choisi le chef d'État une fois de plus remporter les élections. Du coup, les Ivoiriens nous ont insultés. Le combattant Bouamassop qui avait même promis des partis du Cameroun à pied pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc dire que la nouvelle hier a fait tout un grand bruit, tout un tollé. Il y a naissé dans tous les sens. C'était attendu. C'était attendu. Et je pense que tous les espoirs étaient fondés sur l'audience d'hier. Et celui d'aujourd'hui, davantage, parce que si les juges à l'unanimité ont décidé hier de l'acquittement de la libération immédiate et qu'on a suspendu l'audience parce qu'on attend certainement que les réquisitions du procureur aujourd'hui, on espère qu'effectivement le procureur va apporter des arguments certainement pour défendre, pour permettre des arguments qui ne sont pas suffisamment solides pour empêcher que Laurent Gbagbo soit libéré. Au contraire, si les juges sont tous d'accord qu'on doit le libérer, on doit les acquitter, libérer immédiatement, ça veut dire que toutes les preuves qui ont été apportées par le ministère public et les plaignants n'ont pas certainement suffi à condamner, à les maintenir encore en prison. Donc on espère tout simplement que soit le procureur va seulement se contenter de cette décision et qu'à la fin, les salves de joie qu'on a commencé à percevoir hier seront totales aujourd'hui. Bon, maintenant, autre chose. Il faut quand même dire que le procès Gbagbo vient une fois de plus démontrer, poser le problème, l'importance même de la Cour pénale internationale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les Africains l'ont toujours dit,
que ce tribunal n'a pour mission que pour déstabiliser l'Afrique et ne juge que les présidents africains. Les présidents africains qui résistent qui tiennent tête aux Occidentaux. Peut-être, sauf qu'on aurait bien voulu que dans le sens de la justice, au sens étymologique du terme, que quand un président a été convoqué dans cette cour, il faudrait justement que les motifs, les mobiles pour lesquels soit là soient légitimes et qu'à la fin, qu'on soit tout à fait d'accord que la justice a été rendue. Mais que ce ne soit pas une parodie de justice, tout simplement pour servir les intérêts des Occidentaux. Parce qu'il faut reconnaître que Gbagbo, depuis le début, a voulu mettre fin à la France-Afrique. Et du coup, c'est ça. Vous imaginez qu'après les élections présidentielles en 2011, on décide, 2010 pour moi, 2010, on décide comme ça de créer deux États, en fait deux présidents de la République, un président qui va loger à l'hôtel du Golfe, il va gérer la Côte d'Ivoire, et un autre qui reste à la présidence, et on vient avec l'appui des forces des forces françaises qui vient la force l'icône, comme il était baptisé ainsi, pour venir déloger tout un président. Vous avez vu vous-même vu, à Mondovision, comment on peut déshonorer un président au point de le traîner dans la boue, vêtements déchiquetés, sa femme. Est-ce qu'on peut imaginer ça ailleurs? Qu'on puisse piétiner l'image d'un président, d'un État comme cela. Je pense que, une fois de plus, la sentence de la CPI vient enfoncer ce tribunal. Et je pense que le début même, c'est même le début de la fin de cette Coupe pénale internationale qui ne sert presque pas aux Africains. Idriss, quand on regarde le même procureur qui a pendant les 3 ans du procès, produit des preuves qui ont été démontées par la défense. Comment attendre donc finalement que les preuves de ce procureur général qui a été démonté et qu'on attende d'elle, que ce soit elle qui vienne confirmer qu'effectivement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent être libérés? Est-ce que ce n'est pas un peu absurde? Non, puisqu'il y a une possibilité d'appel, une possibilité, donc en fait c'est... Pour la forme alors? Pour la forme, donc c'est pour cela qu'on lui donne cette opportunité. Mais il faut dire, Jean-Paul Chognat, que c'est ça la justice. Moi je ne suis pas contre la CPI. Moi je suis pour que, comme la CPI le fait, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, que la justice soit souvent dite. Et que vous pouvez être... quand vous êtes accusé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore condamné. C'est-à-dire qu'il faut mener le procès jusqu'au bout pour qu'on puisse maintenant soit confirmer, soit infirmer. C'est ça, quand on va au tribunal, c'est pour soit gagner ou perdre le procès. C'est de ça qu'il est question. Donc la CPI nous montre que nous pouvons aller au tribunal et gagner le procès ou perdre le procès. Ça, c'est d'un. Et la CPI nous montre aussi les droits de l'homme. Regardez quand même, je suis sûr que si Gbagbo avait été gardé en prison en Côte d'Ivoire, 7 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'ils seraient comme ils sont là aujourd'hui, Blé Goudé et Gbagbo. Il faut voir comment ils sont quand même pris en main, qu'ils sont quand même entendus. C'est vrai, la prison, c'est la prison, mais les conditions de détention sont quand même nettement meilleures que chez nous. Donc, dans tous les cas, c'est la privation de liberté. Oui, mais les conditions de privation, il faut aussi copier de ce côté-là ce qui est bien. Donc moi, je dis, sur le plan juridique, sur le plan du droit, ces procureurs-là a une marge, elle peut faire appel. Et ça peut demander à ce que maintenant, est-ce que la libération soit une libération provisoire ou bien... Donc ça dépend. Donc c'est pour ça que ce matin... Donc je dis, chacun joue son rôle, vous savez. Et pour ne pas perdre la face de cette manière, pour ne pas perdre la face, il faut laisser la procureure jouer son jeu jusqu'au bout. Quitte à être battu au bout. Battu encore, oui. Hervé Villandjélé, on a quand même eu 22 000 feuilles, 22 000 pages de documents dans le dossier d'accusation contre Laurent Gbagbo. Il y a eu des vidéos, entre autres supports des vidéos, par exemple cette vidéo démontrant présenté à la cour, où on voit des exécutions sommaires de personnes et qu'on attribue à Laurent Gbagbo. Les avocats de Laurent Gbagbo ont pu démontrer que c'est une vidéo qui a été faite lors de la crise post-électorale au Kenya en 2007. Est-ce qu'il y a de quoi avoir confiance à ce que le procureur va dire concernant cette affaire? Je pense que le procureur doit rester sur la même logique. Parce qu'en fait, le procureur, normalement dans le cas de procès, il y a 3 personnes, du moins 4, si vous voulez bien. Il y a les juges,
le procureur qui joue le rôle du ministère public, et même celui qui appuie, c'est-à-dire que la partie civile. Sauf que dans le procès Gbagbo, on a rarement vu la partie civile intervenir dans ce procès. On a eu l'impression on a jugé que Gbagbo, on a oublié que pendant la guerre, il y avait deux camps. On ne fait pas la guerre, un seul camp ne peut pas faire la guerre. C'est-à-dire que Gbagbo, à lui seul, ne s'est pas mis de sa présidence république à commanditer les exactions. Il n'a pas demandé aux uns et aux autres de leur vie. Non, il y avait opposition entre deux camps. Et l'autre camp qui était soutenu par l'armée française, pour le connaître. Et étant au pouvoir, il avait quel intérêt à mener la guerre? Aucun. Surtout qu'au pouvoir, il gère les populations ivoiriennes qui lui ont confié, selon la Cour constitutionnelle ivoirienne, leur vote. Et vous vous souvenez effectivement que quand on donne le verdict des élections, la Cour constitutionnelle donne le résultat en faveur de Gbagbo. Et pendant la que commission électorale indépendante donne le résultat en faveur de Ouattara. À l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe. Je dis bien à l'hôtel du Golfe. Le quartier général. Le quartier général, exactement. Et c'est là où il est resté pendant longtemps. C'est là où il est resté, c'est là où il a établi ses quartiers comme président de la Côte d'Ivoire. Il a fallu justement qu'on vienne de loger Gbagbo avec des missiles et autres pour le faire sortir de son bunker comme un rat. Vous imaginez l'image? Imaginez-vous qu'on attaque une présence, la Maison Blanche aux États-Unis comme ça pour chercher un président, ou bien que la France, ça ne se fait pas. Il faut qu'on arrête quand même d'animaliser les Africains, même si nous sommes parfois responsables de ce qui se passe parce que c'est avec l'appui de nos frères. Idriss faisait parler tout à l'heure de la République démocratique du Congo pour évoquer, pour faire comprendre que non, en réalité les Africains doivent être matures. Je pense que l'intérêt général doit être celui qui passe en avant. Mais honnêtement parlant, du procès Gbagbo, je disais tout à l'heure qu'il n'y a que la partie civile, on ne l'a pas beaucoup vu. Et comme le disait Ngombe tout à l'heure, dans la colonne de la nouvelle expression, je pense que dès qu'on a acquitté Gbagbo, il faut commencer la réflexion pour savoir qui a donc assassiné et tué les Ivoiriens. Et je pense qu'on parle de près de 3000 personnes avec 1452 attribués au camp de Laurent Gbagbo. Exactement. Vous imaginez donc qu'il y a des gens qui commettaient ces crimes pour suffisamment noyer le président ivoirien à faire de son temps. L'ex-président ivoirien, si vous me permettez l'expression. Donc aujourd'hui, il faut justement que justice soit rendue pour que, enfin, les Africains puissent vivre comme ils veulent le faire. Idriss a supposé un seul instant que la procureure, que son recours en appel ne prospère pas et que Laurent Gbagbo soit libéré, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés. Se pose la question de leur résidence. On a indiqué que la Belgique serait le pays à même d'accueillir Laurent Gbagbo. Est-ce que jusque-là, ce n'est pas une seconde prison pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Bon, pour moi, c'est déjà mieux que la prison de La Haye. Donc, que cela arrive et qu'il soit même déjà en Belgique, vous verrez que très vite, avec une forte population ivoirienne derrière ces deux leaders, vous verrez que les choses avanceront très rapidement. Il pourrait avoir une pression de la diaspora. Mais je dis que c'est pour ça que je dis qu'il quitte déjà La Haye pour la Belgique, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà la route vers la descente vers l'Afrique. Et je pense que la finalité, c'est que ces deux citoyens ivoiriens, comme ils sont acquittés, doivent rentrer dans leur pays. Ils doivent rentrer dans leur pays. Idriss, vous gardez la parole. Après le retour dans leur pays, selon vous, quel peut être l'avenir politique de ces deux personnalités, à savoir Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo notamment, qui a aujourd'hui 73 ans. Oui, mais en fait, c'est les Ivoiriens qui vivent. En fait, c'est d'abord les concernés. Moi, je pense qu'il y a un monsieur comme Blé Goudé qui a encore du chemin devant lui. Et maintenant, est-ce que Gbagbo va revenir sur la scène? Ça dépend, avec l'élection qui est en 2020. Ça dépend des deux, je pense. Mais pour moi, la personne qui a véritablement encore à apporter dans cette affaire de manière énergique, c'est Blé Goudé, qui peut valablement être le tenant de ces convictions et de cette perception de la vie et de la nouvelle Afrique. Pour moi. Donc, Gbagbo, c'est vrai, c'est un leader incontestable. Il a commencé à faire la politique à 20 ans. Oui, donc il va être utile et important, mais au conseil l'homme sur qui il faut compter là-dessus, je pense, c'est Blé Goudé. Hervé Villard, Ouattara, Alassane Ouattara, qui ne va pas se présenter en 2020, selon ce qu'il a dit. Si jamais
on a Blé Goudé, comme Idriss l'indiquait, qui est aujourd'hui le véritable jeune loup, arrivé à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut avoir un retour à la case de départ pour essayer de rétablir toutes les responsabilités sur les 3000 morts qui ont été, les 3000 personnes qui ont été tuées, dont 727 attribuées au camp Ouattara, mais on a vu aucune personne du camp Ouattara inquiétée dans cette affaire. Est-ce que Ouattara, parti du pouvoir, pourra répondre à ce moment de ces charges-là? Je pense que quand on a été accusé injustement et qu'on a été acquitté par un tribunal, on a un désir de vengeance. C'est humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de rétablir la vérité et que les réels coupables payent. Bon, maintenant, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour la stabilité, est-ce qu'il sera à même de pouvoir avaler sa couleuvre pour permettre que la paix, que la Côte d'Ivoire n'expose plus, ou et la commission Réconciliation et Vérité? Oui, je pense que c'est là où ils sont en train de cheminer, tout en disant que peut-être la question pour maintenir la paix, parce que en ressassant la vieux demande pour rechercher cette vérité, certainement que ça pourra encore diviser la Côte d'Ivoire hier, parce qu'il ne faut pas le cacher, Ouattara avait quand même parmi les populations ivoiriennes, notamment le nord de la Côte d'Ivoire, qui le soutenait également. Or, aujourd'hui, l'intérêt qui passe avant, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont passé presque 10 ans de crise électorale. Aujourd'hui, que le pays est en train de se lever, il n'est plus question de le renforcer davantage pour des intérêts égoïstes. Parce qu'il faut quand même dire que si on veut rétablir la justice, ce serait d'abord au profit de Laurent Gbagbo, qui estime qu'il a été sérieux, ou bien de Blé Goudé, qui estime qu'ils n'ont pas purgé 7 ans pour rien. Or, je pense qu'ils sont conscients du fait que les Ivoiriens savent. Ils savent tous ce qui s'est passé et la vérité, même si elle n'est pas écrite, même si elle n'est pas celle de la CPI. Donc du coup, il faudra avancer. Et pour avancer, il faut enterrer la hache de guerre et faire la paix avec tout le monde. Je suis sûr qu'ils sont tous conscients de ça. Et certainement qu'il ne ressassera plus cela. Il dira, c'est une page de l'histoire amère de notre pays qui est tournée. Et on ne peut pas l'effacer. Non, on ne peut pas l'effacer. Maintenant, il faut envisager l'avenir. Et certainement, avec le nouvel processus, je suis en train de percevoir déjà comme le nouveau Nelson Mandela de l'Afrique, parce que sorti de la prison et chercher à briguer un mandat présidentiel, Nelson Mandela l'a fait, il a réussi en 1994. Vous imaginez donc que ça peut se reproduire. Le film peut se reproduire cette fois-ci en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé. Et pourquoi pas avec comme général Gbagbo, qui est quand même un classique de la politique ivoirienne, comme conseiller, ça pourra bien marcher. Donc pour moi, il faut quand même reconnaître que s'ils sont acquittés et libérés, ils ont le droit de revenir en Côte d'Ivoire, puisque rien ne leur a reproché. C'est dans le cas de la libération provisoire qu'ils iront certainement en Belgique. Donc pour l'instant, on espère que la sentence d'aujourd'hui, enfin l'audience d'aujourd'hui permettra qu'ils soient totalement acquittés et libérés. Ainsi, je pense que la fête qui a commencé hier en Côte d'Ivoire, et même au Cameroun, pour les pro-Gbagbo, ils vont festoyer davantage et certainement penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Idriss, dans une de ses confidences à André Mattei, l'écrivain français, Laurent Gbagbo a dit toute sa vie, il s'est battu pour la Côte d'Ivoire et il continuera à se battre pour l'Afrique aussi. Est-ce que quand un pareil engagement n'indique pas, n'est-ce pas un indicateur pour dire que Laurent Gbagbo reviendra au devant de la scène de fort belle manière? Je pense que la question lui sera posée peut-être ce jour, dès que tout sera terminé. Et c'est à lui. Mais en analysant des choses, on pense quand même qu'il a encore son mot à dire dans la Côte d'Ivoire de demain. Idriss, vous gardez je reste avec vous sur cette question. Ils ont passé 7 ans de détention. Ça mérite quand même une indemnisation? Bon, je pense que les conseils et les concernés devront quand même voir, parce que lorsque vous êtes accusé à tort finalement et après avoir été embastillé, on vous vole 7 ans de votre vie, ça a quand même des effets énormes, donc ils doivent être, je pense que c'est une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Hervé Villandjele? Oui, une affaire à suivre parce qu'en réalité, il faudrait bien qu'on rétablisse la justice. Et je pense qu'ils doivent être indemnisés parce qu'il faut quand même reconnaître qu'ils ont perdu leur foyer, a volé en éclats. Ils ont les familles également. Vous imaginez? Le président Laurent Gbagbo est dans une de ces blagues qui a indiqué que sa maison dans son village a été complètement pillée. On a volé tous ces matériaux-là. Vous imaginez effectivement que voilà, ça fait partie des dommages qu'ils ont subis et je pense qu'il est de droit qu'ils puissent être, que la justice, la CPI puisse leur verser, en termes d'indemnisation, un certain forfait, pour qu'ils puissent au moins s'installer, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont été très contre-productifs. Pour le tort causé. Ils ont perdu 7 ans de leur vie,
tout ce qu'ils avaient comme investissement, peut-être ça n'existe presque plus. Toute la famille déstabilisée. Famille déstabilisée, c'est quand même beaucoup. Et surtout, le noyau nucléaire, la famille. C'est ça le plus important. Vous imaginez vos enfants. Vous n'avez plus l'occasion de partager avec eux. Vos petits-enfants, vous avez laissé. Peut-être qu'ils ne sont plus ce que vous avez laissé hier. On a compris toute l'émotion de Simone Gbagbo au prononcé de cette décision de la première chambre de la Cour pénale internationale. Idriss, on parle d'un autre sujet. Vous avez indiqué tout à l'heure que Gbagbo, le journal Le Messager, qui a dit vers la mort de la France-Afrique. Comment cette libération, ou alors cet acquittement et libération de Laurent Gbagbo peut entraîner la mort de la France-Afrique? En fait, le Messager s'interroge, le Messager pose la question. Et le Messager, en posant la question, attire un peu l'attention des Africains et attire l'attention de tous les Africains qui sont des pays en conflit en ce moment, et des conflits qui sont pas des conflits qui proviennent véritablement de l'intérieur, mais plutôt de l'extérieur. Et vous connaissez que la France-Afrique, elle a pour vocation, telle qu'elle est dénoncée, et même le président Macron, même si officiellement a dit qu'il n'était pas là pour la France-Afrique, mais on sait que la France a... Plusieurs présidents arrivent au pouvoir depuis ce discours. Oui, mais dans les faits, on sait que les Français ont toujours eu un intérêt qu'ils aient des pions à la tête des pays africains. Ces pions-là, ces présidents fantoches, ces présidents manipulables, sont des présidents qui doivent amener la France à garder leurs intérêts, et souvent au détriment des avancées de nos pays. C'est pour cela que la France-Afrique est quelque chose, est un concept qui est véritablement nocif et qui veut, et pour les Africains d'aujourd'hui, de ceux du XXe siècle, doit véritablement disparaître, parce qu'on pense que le moment est venu pour qu'il y ait une collaboration qui est en termes de diplomatie, que la diplomatie soit une diplomatie équitable, que ce soit des intérêts où tout le monde gagne et non qu'on floue. La France qui parle du développement de l'Afrique, mais en même temps crée des goulots d'étranglement pour que rien n'avance. Donc, la une du Messager ce matin attire l'attention des décideurs africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que finalement, est-ce que nos dirigeants vont accepter de jouer le jeu pour l'intérêt général au lieu de l'intérêt de la France? C'est la principale question qu'il faut se poser. On parle d'un autre sujet, notamment à la une du quotidien Mutation. Hervé Villa-Ndjélé, le quotidien Mutation, qui indique que sur 10 régions au Cameroun, 7 sont affectées par l'insécurité, avec ce qu'on a vécu récemment dans la région de l'Adamawa. Est-ce que les forces du maintien de l'ordre, qui sont très sollicitées, ils sont pratiquement à bout? Hervé Villard, comment comprendre cette insécurité galopante? Il faut quand même dire que le Cameroun connaît des difficultés en ce moment, surtout sur le plan sécuritaire. Malgré les efforts fournis par les forces de l'ordre, le ministère de la Défense et autres là, constatez que ce soit la police ou la gendarmerie, le bandit, c'est quand le bandit a frappé, on arrête le bandit après coup. Parce que quand lui vient frapper, il n'alerte pas les uns les autres que je viens frapper pour qu'un dispositif soit mis sur pied pour l'attraper ou bien pour empêcher que ça n'arrive. Sauf que des efforts sont faits dans ce sens-là, mais ça ne marche pas toujours. Il faut quand même reconnaître que les frontières camerounaises, depuis la crise, déjà la guerre contre Boko Haram, ont fait qu'on concentre sur son énergie vers des pôles où il y avait la crise était très ardente, notamment dans l'extrême nord, aujourd'hui dans les deux régions anglophones aujourd'hui en crise. Ça fait que, qu'on le veut ou non, on abandonne forcément sans le vouloir. Ou bien on néglige, pas abandonner, peut-être négliger sans le vouloir. On lève le pied. On lève le pied un peu parce qu'il faudrait frapper, d'abord maîtriser là où ça fait fort. Et du coup, c'est à ce moment que beaucoup de malhonnêtes, beaucoup de malfrats profitent pour frapper, notamment aujourd'hui à Adamawa avec les raps et autres. On arrête des personnes pour des rançons et du coup on parle de près de 300 personnes qui ont été arrêtées pendant plusieurs semaines. C'est quand même inquiet. Et quand on sait également qu'à l'est chez nous, nos frontières sont poreuses, ce n'est pas évident. C'est pas évident et ça fait qu'il faudrait certainement que sur le plan stratégique, qu'un effort soit fourni de ce côté-là pour que le Cameroun soit sécurisé entièrement. C'est vrai qu'on va dire qu'on va passer le temps à tirer sur les forces de l'ordre, sur la police et la gendarmerie, qui font des efforts. Oui, on est conscient des efforts que vous faites, sauf que ça ne suffit pas. Il faut toujours anticiper, parce qu'en réalité, c'est l'un des éléments sur lesquels on devrait s'appuyer aujourd'hui. Anticiper pour agir, pour empêcher que ça n'arrive pas. Ne pas toujours agir après coup.
mais je suis certain que les cerveaux sont en train de réfléchir pour limiter toutes ces actions-là et surtout pour retenir ou freiner ces élans d'insécurité qu'il y a encore dans presque cette région. Et c'est surtout inquiétant pour la population parce que quand on sait que le rôle régalien de l'État, c'est de protéger la population de l'air bien. Idriss, est-ce qu'aujourd'hui, quand on écoute Hervé Villandjélé, ce n'est pas finalement la sécurité préventive qui fait réellement défaut quand même? Mais c'est de ça qu'il s'agit, Jean-Paul Chouinat. Où sont passés les renseignements généraux? Dans ce pays, les renseignements généraux, c'est seulement pour dire qu'Idriss Lissom est un opposant, il est contre le chef de l'État, il parle mal. Mais c'est ça, à quoi servent, vous voyez les commissariats spéciaux qui sont là, qui sont même achetés par certaines personnalités qui veulent des strapontins parce qu'il faut qu'on fasse des bons mémos sur eux qui sont... C'est de ça qu'il est question. Ceux-là qui doivent faire la police préventive, qui doivent savoir, ils sont en civil très souvent, et très souvent ils font même leur job, on ne sait même pas qui sont, des hommes en tenue, font des faux rapports. Il y a des rapts, ils sont là, ils ne disent rien. Ça commence comme un jeu d'enfant, après ça devient une gangrène. Très tard, dans la Damawa, où les populations ont... Mais on se dit, où sont passés les renseignements généraux dans la Damawa? Où sont passés les renseignements généraux, même dans la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest, où on aurait vu les choses venir? Est-ce que les rapports qui ont été faits arrivent-ils à bon port? Est-ce que ces rapports arrivent et on les met sous le boisseau? Est-ce que, donc en fait, il faut dire que les hommes en tenue font des efforts, mais il y a une partie de ces hommes en tenue, nos amis, nos frères, qui sont là pour le renseignement général, qui font très mal le travail. Je suis désolé. Je ne suis pas spécialiste de renseignement, mais je pense que si le renseignement était fait, n'était pas seulement politique, pour dire que tel pense ça, tel a fait ça, tel... Mais le renseignement doit aussi pouvoir aider à débusquer ceux-là dans les villages, dans les villes éloignées qui créent les rapts et qui font des trucs. Et surtout, avant que la situation ne s'aggrave. Merci Idriss Lissom, merci Hervé Villandjélé. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Le temps nous tient véritablement à la gorge. On se dit rendez-vous demain pour une édition de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.